Philanthropie, le magazine de la Fondation du judaïsme français. Préparé et présenté par Véronique Elfmals et Perrine Simon-Naoum. Pour cette émission en pleine période de collecte de l'impôt sur la fortune immobilière, l'IFI, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Maître Johanna Attia Assor, notaire en Île-de-France, qui grâce à sa vision spécifique de son métier, nous expliquera en quoi consiste précisément cette profession. Spécialisée en droit des affaires, mais vous nous expliquerez votre parcours, vous vous êtes concentré dès le début sur l'humain. C'est comme vous me l'avez confié, le cœur de votre métier. Vous dites d'ailleurs de vous-même que vous êtes quelqu'un, un notaire sans filtre et donc de fait très proche de vos clients. Vous nous démontrerez également que la profession de notaire est moins genrée que ce qu'on a l'habitude de penser. Comme nous l'observerons, je pense intuitivement au cours de cette émission, votre métier dépasse, cher maître, largement l'idée que l'on s'en fait communément. Pouvez-vous nous raconter comment, dans votre cas, vous avez choisi d'embrasser cette profession alors que je crois que c'est celle d'avocat qui vous tendait les bras? Bonjour Véronique, bonjour Rémi. Effectivement, à juste titre, alors je me suis mariée très très jeune. Je me suis mariée, j'avais 20 ans, j'étais en deuxième année de droit et j'ai fait une promesse à mon papa qui était plus morale qu'autre chose, de continuer mes études, d'aller au moins jusqu'à l'avocature. Et arrivé à la 5e année de droit, donc au master de droit privé, j'ai dit à mon papa, ben voilà, j'ai travaillé pour toi pendant 5 ans. Aujourd'hui, je vais faire moi ce que j'ai envie. Et ce que j'ai envie, c'est pas d'être avocate. J'avais peur, non pas des échéances, mais de me dire de plaider pour le coupable. D'accord ? Et du coup, j'ai cherché un métier qui conviendrait mieux à ce que j'étais, à ce que je représentais, à ce que j'aimais faire. Et en fait, la profession de notaire, elle s'est imposée à moi. C'est pas moi qui l'ai choisie, c'est elle qui m'a choisie. Alors, c'est rare de l'entendre. C'est intéressant. Et c'est passionnant parce que c'est vrai qu'on a l'impression que c'est pas un métier qui déchaîne comme ça les passions. A priori, hein, on est plein d'a priori et de préjugés, mais on est là pour les déconstruire. Et donc, on peut imaginer que déjà, dans l'inconscient collectif, je crois que c'est pas un métier comme on imagine de femmes, alors que 50% des femmes sont notaires, donc c'est une fausse image. Mais qu'est-ce qui peut, quand on est une toute jeune femme comme vous, passionné dans le métier de notaire? Vous avez parfaitement raison. C'est pas on va dire que le notaire, l'image qu'on a du notaire, c'est un homme poussiéreux avec une cravate. Ça, je vous laisse le dire. Hein. Moi, je dis pas ça. Hein. Et Rémi Serrouillat, je ne sais pas si vous êtes... Ça ressemble à la description d'un comptable que je suis. Oh mince. Et pourquoi la profession de notaire? Je me suis dit comment moi, Johanna, maman, parce que j'avais un petit garçon à l'époque qui avait 3 ans et aujourd'hui qui a 17 ans, comment je peux mettre à profit celle que je suis? Pour être notaire, il faut aimer les gens. Il faut aimer la personne, les personnes que représentent vos clients. Et il faut aimer les accompagner et vous dire en fait qu'un dossier, c'est pas un numéro. C'est une aventure, c'est un projet de vie. C'est des gens qui vous confient en fait leur projet et c'est des personnes que vous voyez tout au long de leur vie. Alors voilà, donc il y a plein d'étapes dans la vie de notaire. Bien sûr. C'est laquelle que vous préférez? Moi, j'aime 2 choses dans la profession de notaire. J'aime quand on vient et qu'on me dit on va se marier parce que je sais qu'on va avoir après la suite qui va découler. Et j'aime dire avec mon associé Maître Chemla, quand j'ai les clients qui viennent pour signer un contrat de mariage, en sortant, je vais tout de suite dans le bureau d'Éric et je lui dis on les revoit l'année prochaine pour le divorce ou on les revoit l'année prochaine pour leur acquisition. Sachant qu'il y a 50%, je crois, de jeunes mariés qui divorcent dans l'année. Bien sûr, c'est incroyable. Et vous savez tout de suite, vous savez quand les clients s'assoient en face de vous, c'est vous qui choisissez en fait là où vous voulez les amener. Et après, ils écoutent vos conseils, bien évidemment, mais il faut toujours faire preuve d'empathie, de bienveillance et savoir où les amener. Alors, quand vous dites où les amener, c'est quand même où les amener en termes de procédure, de droit, c'est-à-dire que le type de contrat qu'ils vont devoir choisir en tant que mariés parce que profession libérale, bien sûr, varie en fonction de leur situation. Donc, quand vous dites ça, parce qu'on ira encore plus loin après dans la succession, et c'est là, on est très intéressé. Où les amener? Qu'est-ce que vous pouvez, vous, quand vous avez un jeune couple devant vous, savoir ce qui sera bénéfique pour eux quand vous êtes
où les amener? C'est vrai que lors d'un rendez-vous de conseil, par exemple, quand les clients viennent, s'installent, les futurs mariés, ils me disent voilà, moi j'ai une profession qui a connotation libérale ou moi je suis entrepreneur, vous savez nécessairement que vous allez vous leur offrez la séparation de biens. Pourquoi? Parce que vous cloisonnez les patrimoines et que vous, dans une moindre mesure, vous les protégez l'un de l'autre, l'un contre l'autre et même l'un vis-à-vis de l'autre. Et en termes de succession, c'est vrai que moi, j'ai fait beaucoup de droit de la famille, j'en ai fait pendant 7 ans, j'en fais d'ailleurs toujours, c'est mon dada, c'est mon domaine de prédilection. J'aime ça parce que c'est la famille, c'est ce que moi je représente, c'est le cocon familial, c'est le cercle familial. Et c'est vrai que ces personnes-là que vous voyez, vous les revoyez tout au long de leur vie, vous les revoyez même quand ils perdent des ascendants et qui vous confient en fait, quand bien même ils aient un notaire du papa ou de la maman, ils reviennent directement et nécessairement chez vous parce que vous les avez bien conseillés à l'origine. Et l'origine, c'est le mariage. En tous les cas, c'est ce que nous, notaires, on prévoit pour nos clients. Après, le mariage, c'est pas une fin en soi. Ça veut pas dire qu'on les oriente vers ça nécessairement. Il y a le mariage, il y a les enfants. Nous, à la Fondation du judaïsme, il y a 2 mots qui nous animent, c'est la succession et la transmission. Donc, en tant que notaire, c'est 2 mots qui vous collent parfaitement. Donc, je pense que ces 2 mots viennent plus au moment des fins de vie ou des milieux de vie. Et c'est la question que j'ai envie de vous poser. À quel moment est-ce que le profil des gens qui viennent vous voir a changé? Est-ce pour des successions? À quel moment de la vie on commence à t'intéresser aux successions? Et quel est votre rôle? Et comment vous pouvez les orienter? Il y a plein de questions là. Il y en a plus d'une. Il y a 2 types de personnes. Il y a les personnes qui sont préventives, prévoyantes et qui prévoient les choses, qui se disent, voilà, ils atteignent la cinquantaine, ce qui est très jeune en soi. Et vous savez, on a des barèmes, notamment en termes d'usufruit, de nue-propriété, et qui se disent, voilà, on veut prévoir les choses, on veut que nos enfants payent le moins d'impôts en temps voulu. Ces personnes-là qui sont prévoyantes, on peut agir très très vite. On peut agir très vite parce qu'on connaît nos barèmes, que nos actes de donation... j'allais pas dire que ce sont des actes faciles à faire, mais ce sont des actes, j'allais dire, qui sont relativement fluides et récurrents. Et on a les autres types de clients. On a les clients qui viennent finalement, qui ont 80 ans, dont les enfants, c'est plus les enfants qui poussent les parents en leur disant qu'est-ce qui va nous arriver? Ils arrivent à un âge certain, même à un certain âge, et ils se disent nous, on a peur pour... en termes d'impôts, on a peur pour la suite et comment on peut gérer la situation. Et c'est là que la Fondation du judaïsme intervient, parce que je ne sais pas si vous avez l'habitude d'accompagner des gens qui veulent ouvrir des fondations. Si oui, vous avez peut-être des exemples. Et est-ce que vous poussez justement les gens dans ce sens-là? Parce que pour nous, ce qui nous anime à la Fondation du judaïsme, c'est la philanthropie. Bien sûr. Et on sait bien qu'en donnant à l'autre, parfois, on peut économiser plus sur son patrimoine qu'en ne donnant pas aux autres. Bien évidemment. Quels sont, vous, les outils que vous avez pour orienter vos clients? Alors, nous, on préconise... C'est vrai qu'on a 2 outils majeurs. Le premier, c'est bien évidemment la donation, d'accord, qui se fait du vivant. Et le second, c'est le testament. Donc, c'est vrai qu'on a l'habitude de conseiller nos clients qui veulent donner... Vous savez, la notion, si je pense que vous le savez, j'ai pas de sujet là-dessus, la notion de donner, elle est très propre à la personne. C'est quelque chose, en fait, soit qu'on a, qui est ancré en nous, qui est inné, d'appréhender le fait de partager. Je trouve que c'est une notion qui est très difficile. Alors, vous êtes en train de me dire qu'on peut quand même pas orienter les clients qui n'ont pas l'habitude, pour qui ce n'est pas atavique ou éducationnel, le don doit quand même faire partie de la personne pour que vous puissiez l'orienter vers le don. Je pense. Sinon, vous vous confrontez à un mur. En fait, sinon, vous vous confrontez effectivement à quelqu'un qui est obstiné et qui se dit, en fait, moi j'ai travaillé toute ma vie, c'est pour profiter des fruits de mon travail. Pourquoi donner? Alors pourquoi les notaires ne vont pas dans les écoles? Pourquoi moi j'y vais. Moi j'y vais. Oui. Voilà. Une fois par an, je vais à l'école Ozar Torah du 13e arrondissement de Paris, dont le directeur est Monsieur Marciano, et j'interviens en classe de terminale chaque année. D'ailleurs, j'y vais dans pas longtemps pour leur donner goût à mon métier, parce qu'il y a, vous savez, il y a le panel des métiers une fois par an. Le forum. Le forum. Et je parle de mon métier dans chacune des écoles. Je vais aussi à Ozar Torah de Créteil en 3e. Et j'interviens comme ça une semaine avec les élèves pour leur donner goût du partage de mon métier et le fait aussi d'être une femme et de pouvoir travailler dans un métier finalement où la majorité, on est entouré d'hommes.
Alors, pour revenir à ce cas particulier, dans l'antre de votre étude, parce que c'est un lieu un peu confessionnel comme ça, si vous avez des clients qui ont envie de donner, mais qui ne savent pas à qui donner, comment vous pouvez les orienter ? Ils disent je suis à l'aube ou à la fin de ma vie, au contraire. J'ai envie d'aider mes enfants, mais j'ai aussi envie d'aider des causes. Bien sûr. La protection des autres. Bien sûr. Quel outil vous avez ? On a un outil qui s'appelle ce qu'on appelle la quotité disponible. D'accord. Oui. C'est vrai qu'un enfant, on ne peut pas le priver de sa succession. Non, moi j'appelle ça la jurisprudence Johnny Hallyday. Oui, c'est vrai. On comprend tous. Voilà, tout le monde comprend cette jurisprudence et je l'énonce toujours à mes clients. Un enfant, on ne peut pas le priver de ce qu'on appelle sa part de réserve. D'accord. Par contre, on a ce qu'on appelle la quotité disponible qui diffère en fonction du nombre d'enfants, bien évidemment. Et celle-là, on peut disposer à bon semble de cette quote-part-là. Et c'est cette quote-part-là qu'on propose aux clients de ce qu'on appelle coucher sur un testament et d'indiquer une clause qu'on appelle bénéficiaire, donc de faire bénéficier une fondation, une association qui bien évidemment est reconnue d'utilité publique puisque la finalité en soi, c'est que en donnant ou en léguant cette part-là, qu'il n'y ait pas d'impôt à payer pour la fondation. Alors, on sait bien de quoi vous parlez, puisque la Fondation du judaïsme est reconnue d'utilité publique et on encourage beaucoup nos donateurs parce qu'on sait le bien que ça peut faire. Et à la Fondation du judaïsme, nous avons, je crois, 89 fondations aujourd'hui. Et donc, on a des raisons pour lesquelles on peut faire le bien qui sont énormes. Alors, une fois que vous orienter en disant qu'il y a cette quotité disponible. Est-ce qu'il y a aussi des programmes que vous proposez ou ça reste... Je vous pose toutes les questions qu'on se poserait, puisque non seulement on a un notaire jeune qui connaît bien, vous avez une population, je pense, très diverse à Créteil. Donc, je pense que comment est-ce que vous avez aussi... Est-ce que c'est éthique ? C'est une question que je me pose souvent. Est-ce que c'est éthique d'orienter quelqu'un vers quelque chose, ou alors il faudra, je vous donne la réponse à l'intérieur de la question, ou alors il faut attendre un peu des voyants pour dire voilà, peut-être qu'il y a quelque chose. Comment ça se passe ? Alors, parce qu'on n'est pas là et qu'il n'y a personne. Je suis d'accord. Alors, c'est vrai que dans le bureau, un testament, c'est très particulier. C'est le notaire et son client. Et c'est vrai que le client, il se confie à vous. Il vous dit exactement, orienté vers telle ou telle fondation, je pense que c'est pas un problème d'éthique, mais c'est un problème, on va dire, de professionnalisme. D'accord ? On est censé être impartial et on est censé effectivement ne faire de différence. On n'est pas avocat, on n'est pas là pour défendre qui que ce soit ou orienter vers qui que ce soit. On est là pour équilibrer un contrat ou un testament. Orienté vers telle ou telle fondation, il y aurait un problème peut-être, à juste titre d'éthique, je pense. Moi, en tous les cas, personnellement, je ne me sentirais pas très à l'aise. J'entends. En revanche, si je vous disais, j'ai envie d'aider des personnes parce que mon papa, pendant la guerre, et je veux le patrimoine, je vous dis, est-ce que là, vous pouvez orienter ? Oui, je dirais, voilà, il y a telle ou telle... Alors, c'est un peu comme les marques. On donne 3 ou 4 marques. Voilà, on donne 3 ou 4 associations ou fondations, et puis on oriente le client vers, on va dire, la fondation ou l'association vers laquelle il se sent le plus... en adéquation. Exactement. Et après, on oriente effectivement et on rédige. Vous savez, nous, on fait des modèles de testament, ils les rédigent, ils les écrivent. C'est ce qu'on appelle c'est le propre du testament holographe. C'est écrit, daté et signé de la main de celui qui teste, du testateur. C'était une de mes questions. Est-ce que on vient souvent écrire un testament chez son notaire ou parce que si on écrit un testament chez soi sans notaire, ça marche aussi. C'est valable aussi. C'est valable. Il y a des conditions de validité. Donc, si la personne a toute sa tête, etc. Mais qu'est-ce que vous diriez ? Beaucoup de gens viennent chez vous faire écrire un... Oui, depuis quelques temps. On va dire, on a eu l'après-Covid. Oui. Et il y a eu un changement des mentalités. Oui. Je note effectivement que ça a bouleversé tout le monde. Et puis les gens n'avaient pas prévu, on va dire, leur disposition de dernière volonté. Et ça a été tellement fulgurant et tellement foudroyant qu'il y a eu une prise de conscience notoire pour ces fameuses dispositions. Et depuis quelques années, en tous les cas depuis les 2 dernières années, moi j'assiste, c'est vrai que je reçois essentiellement tous les testaments à l'étude, tous les rendez-vous de conseils préalables à la rédaction des testaments, et on a beaucoup plus
de personnes qui viennent tester. Beaucoup. Votre travail de legs par rapport à l'ensemble correspondrait à combien? Et je me pose la question, est-ce que le profil des gens qui viennent vous parler a changé? Alors, vous m'avez dit un peu depuis le Covid. Depuis le Covid, oui. Alors, les personnes qui viennent rédiger leur testament à l'étude, ça correspond, on va dire, sur un chiffre d'affaires global, je ne sais pas, peut-être 15%, 20%, ce qui est quand même notoire. Hein. Oui. Et le profil a changé, oui. Le profil a changé. C'est vrai que dans les mœurs, les personnes qui font les testaments, qui rédigent les testaments, c'est des personnes qui ont un certain âge. Aujourd'hui, eh bien, on assiste à des personnes beaucoup, beaucoup plus jeunes. Il suffit que des personnes soient pacsées, c'est pas de protection. Et c'est vrai que j'ai l'habitude de dire le duo de choc, c'est le testament plus le Pacs. Le Pacs plus le testament, depuis la loi TEPA, ça protège totalement et ça exonère un partenaire. Faire de la publicité aussi, parce que c'est un vrai slogan. C'est vrai, c'est, on va dire, le duo gagnant. Ça exonère le partenaire de Pacs comme un conjoint au titre du mariage. Et c'est vrai que lorsqu'ils achètent, les partenaires de Pacs se posent la question de savoir s'il m'arrive quelque chose. C'est des personnes qui ont 30 ans, c'est des personnes qui ont 25 ans, qui n'y pensent pas forcément. Nous, on le propose nécessairement. Parce que je me dis, il traverse la route, traverse la vue, je ne sais pas ce qui peut lui arriver. Donc on le protège. Et puis moi, je me dis, s'il sort de mon bureau et que je ne lui ai pas dit, j'ai raté quelque chose, ce soir, je vais mal dormir. Et comme je veux dormir tranquille le peu que je dorme, je préfère le normal avec des enfants. Est-ce que vous avez, pour finir, j'ai deux questions. La première, est-ce que vous avez une anecdote de quelqu'un qui vous a particulièrement touché, où vous vous êtes dit, c'est pour ça que je fais ce métier? Et la deuxième question, qui va peut-être avec ou pas, c'est pour vous, qu'est-ce que la philanthropie? Parce que en aiguillant des gens, en leur proposant, vous faites partie de cette chaîne de la philanthropie, et qu'est-ce que ça évoque pour vous? Alors la première, est-ce qu'il y a des gens qui vous ont marqué ou un rendez-vous particulier qui vous a marqué? J'ai un notaire, je vous laisse quelques minutes encore pour réfléchir, puisqu'on fait ça sans préparation, et j'ai un notaire qui m'a dit qu'on aime bien, qui est le notaire un des notaires de la Fondation Judaïsme, Maître Maziri, qui m'a dit souvent, quand mes clients partent, ils me disent au revoir docteur. Et donc voilà, parce qu'il se crée une intimité. Il se crée une très grande intimité. Des anecdotes, on en a tous les jours. Oui. On en a tous les jours. Moi, j'aime mon métier. J'aime ce qu'il représente, j'aime ce qu'il est, parce que j'ai travaillé très longtemps pour être notaire, pour m'installer. Et c'est 9 ans d'études, c'est pas rien. Et surtout, j'ai été portée, même supportée, par mon mari, qui a été exemplaire, qui a travaillé pour que moi je puisse continuer mes études. Des anecdotes, on en a, j'allais dire, des dizaines par jour. Chaque personne vous touche, en fait. La personne qui m'a le plus touchée, c'est une maman de soldat. C'est une maman de soldat pour qui on a fait un acte de notoriété après le décès, après le 7 octobre. Et ça n'a rien à voir avec les successions, ça n'a rien à voir avec la philanthropie. Mais c'est une femme qu'on a tellement aidée, et elle se reconnaîtra, et qui nous a tellement apporté moralement, que lorsque vous la quittez, vous l'embrassez, nécessairement. Vous ne pouvez pas lui serrer la main, c'est pas possible. Je vous ai dit, je suis un notaire sans filtre. Donc, tout transparaît sur mon visage. Parfois, j'aimerais ne pas que ça n'arrive pas, mais malheureusement, c'est comme ça. Et, ou heureusement d'ailleurs. Et elle nous a touchés. Elle nous a touchés au plus profond de notre être, parce que c'est notre vie, parce que c'est ce qu'on représente, et parce que finalement, c'est ce pour quoi on œuvre. Donc, elle, ça a été vraiment une personne qui a... On se lève plus de la même manière. Et on réfléchit plus de la même manière. Et quand on rentre et qu'on voit ses enfants et qu'on les embrasse, on se rend compte de la chance qu'on a. C'est là que vous êtes contente d'avoir choisi le métier de notaire et pas celui d'avocat, alors que c'était peut-être pas. Réellement. Et pour finir et pour conclure, puisque la Fondation Judaïsme fait partie de cette grande chaîne de la philanthropie, pour vous, ça évoque quoi? Le fait de donner, oui. Le fait de partager. Oui. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le fait de donner... Il faut donner sans rien attendre en retour. Okay. C'est une notion pour moi qui est très difficile à appréhender. Soit c'est inné, soit c'est ancré, soit c'est en soi, et soit on le ressent. Et si on n'arrive pas à le ressentir, c'est compliqué. Nous, on donne de notre... C'est vrai qu'un notaire, il oriente, il aide, il conseille, et on donne de notre temps, on donne de notre énergie. Et c'est vrai que parfois, en rentrant le soir, je dis, en fait, à mon mari, je lui dis, j'ai tout donné. Mais qu'est-ce que ça veut dire, j'ai tout donné? Ça veut dire j'ai donné de mon temps, j'ai donné de mon énergie aussi. J'ai donné, bien sûr, de ma vie. Et
d'orienter les clients vers le fait de donner, de partager. Quand vous... Ça vous donne une raison de vous lever le matin. Ouais. Ouais. Ça vous donne des ailes. En tout cas, vous nous avez donné beaucoup d'énergie, une belle vision de votre métier et c'est très important. Et je rebondis sur la chronique de notre directeur administratif et financier Rémi Serrouillat qui va nous parler de faire une petite chronique patrimoniale comme il sait si bien le faire. On va essayer. Bonjour Véronique, bonjour Maître et merci pour votre témoignage assez émouvant. Merci. Le dernier en tout cas. Merci. Alors nous sommes déjà fin avril, les fêtes sont passées, les beaux jours arrivent et comme chaque année, c'est de nouveau le moment de penser à organiser sa déclaration d'impôt. Bon, ça ne fait pas rêver, mais... Non, c'est vraiment pas. Voilà. Alors, si vous habitez Paris ou la région parisienne, vous avez jusqu'au jeudi 5 juin minuit pour déposer votre déclaration d'impôt sur le revenu, accompagné peut-être, le cas échéant, de votre déclaration d'impôt sur la fortune immobilière, la numéro 2042 IFI. Alors, un petit rappel concernant l'IFI, il concerne les contribuables qui disposent d'un patrimoine immobilier d'une valeur nette qui excède 1,3 million d'euros. 1,3 million d'euros net, ça veut dire, eh bien, après déduction des dettes liées aux actifs immobiliers, comme les emprunts bancaires ou encore l'abattement de 30% de la valeur de l'habitation principale. La liste des déductions n'est bien sûr pas exhaustive. Le patrimoine à déclarer comprend l'ensemble des biens ou droits immobiliers du foyer détenus en France et à l'étranger. Un autre point important, si vous êtes domicilié fiscal à l'étranger et que vous nous écoutez, vous devez déclarer les biens et droits immobiliers que vous possédez en France. Alors ce qui est intéressant, c'est que grâce à la loi TEPA, on en parlait tout à l'heure, instaurée en 2008, les particuliers assujettis ont la possibilité d'effectuer un don à une fondation reconnue d'utilité publique et le déduire de leur déclaration IFI à hauteur de 75%. Cette formidable opportunité permet de transformer son impôt en un don et ainsi lui donner du sens. Au moment de déclarer nos impôts, nous pouvons donc profiter du dispositif IFI afin d'agir pour un monde plus juste. Un don, par exemple, à la Fondation du judaïsme français, qui est reconnue d'utilité publique depuis 1978, permet d'investir dans des centaines de programmes à vocation sociale, éducative ou culturelle. Grâce aux dons reçus, la Fondation aide les plus démunis, favorise l'éducation, soutient la recherche scientifique et contribue à faire connaître le patrimoine culturel et les valeurs du judaïsme. Alors, en créant un véhicule fiscal simple et efficace comme l'IFI, le gouvernement a donné la liberté à chacun de choisir la destination finale de son impôt, soit l'administration fiscale, soit un projet social qui nous tient à cœur. C'est maintenant à vous de décider. Bonne journée à vous. À nous de jouer, donc. Et on a la chance de recevoir dans cette émission qui est quand même belle parce qu'on parle de dons, de partage, de l'autre. On reçoit, et c'est Perrine Simon-Naoun qui va recevoir en seconde partie d'émission le neurologue Lionel Nakache pour son ouvrage « Sujet, es-tu là ?» aux éditions Odile Jacob. Belle fin d'émission. Lionel Nakache, bonjour. Bonjour Perrine. Je vous présente, même si vous êtes un habitué de cette émission, vous êtes neurologue à la Pitié-Salpêtrière à Paris, vous êtes chercheur en neurosciences à l'Institut du cerveau, vous êtes professeur à Sorbonne Université, vous êtes également membre du comité consultatif d'éthique. Je ne le suis plus, mais j'étais membre pendant 8 ans, voilà, donc ça marque. Voilà. Bon. Et vous êtes surtout un auteur de best-seller, c'est-à-dire vous êtes quelqu'un qui a la capacité de mettre la science à la portée finalement de tout un chacun. Et donc, je vous reçois pour ce dernier ouvrage, Sujet, es-tu là ? Paru aux éditions Odile Jacob il y a quelques semaines. Comme d'habitude, je dirais que vous êtes toujours là où on ne vous attend pas. Et en particulier pour ce livre-là, parce que pour qui fait un peu de philosophie, de sociologie, voire même de science, je m'aventurerai jusque-là, le sujet
n'est pas à l'ordre du jour. Ou plutôt, il se trouve que le sujet a été en quelque sorte balayé, a été dévalorisé et considéré finalement comme devoir être rangé aux accessoires de l'histoire. Pourquoi alors avoir consacré un livre au sujet? Et qu'est-ce que c'est aussi que ce sujet dont vous nous parlez? Merci de remarquer et de noter ça. Et à vrai dire, cette question du sujet, pour moi, est vraiment au cœur. C'est pas justement une lubie qui sera apparue l'année dernière, etc., ou cette année. C'est vraiment ce qui me fascine, c'est cette tension. Moi, j'aime bien le formuler comme ça, une sorte de tension entre notre condition subjective. Ça veut dire que nous sommes des créatures qui disposons de penser au sujet de nous-mêmes, ce que nous pouvons nous rapporter en première personne, et qui, d'une certaine manière, n'intéresse que nous, on pourrait dire. Donc, il y a cette polarité subjective de laquelle on ne peut pas échapper, quoi. C'est notre condition. Et puis, en face, il y a tout ce qui échappe à ça. Alors, on peut ensuite projeter là-dessus un terme, disons, objectivant, dire il y a un monde réel, un monde objectif, en tout cas une tension, disons, entre l'objectif et le subjectif. Et comme vous le dites, la plupart des mouvements de science cherchent à produire des discours objectivants, des discours qui vont permettre de découvrir les lois qui gouvernent la nature, les lois qui vont gouverner également les groupes sociaux, voire les lois de la psychologie. Donc on voit qu'il y a de manière inhérente à cette question le risque de sacrifier l'un des deux termes, de risque de sacrifier le sujet, cette subjectivité, au nom d'une primauté disons, du fonctionnement de l'esprit, par exemple. Et pour autant, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de participer, pas tout seul évidemment, à un discours scientifique sur la vie mentale, mais qui soit tenu par des créatures qui n'échappent pas à leurs conditions subjectives. Donc garder cette tension, voilà. Donc pour moi, c'est une question très ancienne. Et vous me demandez comment je le définis. Moi, je le définis de manière assez basique ou élémentaire. C'est que je travaille sur la conscience depuis longtemps. Et la conscience, souvent, j'aime bien je m'inscris un peu dans une tradition un peu cartésienne, ou en tout cas, cette notion de conscience revient à cette notion de rapportabilité subjective, c'est-à-dire qu'une créature qui peut se rapporter en première personne, énoncer des faits mentaux, des contenus mentaux, on va considérer qu'elle est consciente. Et dès lors qu'on s'intéresse à la conscience, du coup, dans un acte de langage comme « je vous vois », on pourrait dire qu'il y a le contenu de la conscience, et souvent on s'intéresse à ça, en fait, mais il y a également le jeu, il y a le sujet, en fait, la posture à la première personne qui énonce et qui vit cette expérience subjective. Et cette personne-là, ce sujet, c'est ça pour moi le sujet, c'est l'entité, on va dire, qui fait l'expérience de cette vie consciente, et c'est une entité qui est construite dans son temps propre, mais dans un temps également culturel, sociologique, historique, culturel, civilisationnel. Et donc, c'est ça pour moi. Donc, quand je m'intéresse ici au sujet, c'est vraiment on pourrait dire, dans l'étude de la conscience, c'est s'intéresser pas tant au mécanisme de l'accès à des contenus mentaux particuliers que le fait d'en faire l'expérience à la première personne. Alors, je ne sais pas si c'est très clair, mais en tout cas, c'est ça le cadre général. Non, c'est parfaitement clair. Alors, il y a... donc, ce que je n'ai pas dit, c'est que cet ouvrage est en fait un condensé des chroniques que vous aviez tenues au matin de France Culture avec notre camarade, comme il dit, Guillaume Erner, pendant une année. Donc, des petites chroniques qui sont extrêmement vives, extrêmement intéressantes. Je dirais que pour une fois, je laisserai de côté, si vous ne m'en voulez pas trop, la partie purement scientifique. Ah bah mais aussi. on en trouve. Oui. Les scientifiques trouveront des développements sur les troubles neurologiques, sur la question d'hystérie, la question de la mémoire. En fait, moi, ce que je voudrais faire, puisque vous avez pris encore une fois cette position provocatrice de vous intéresser à une notion que la philosophie a balayée depuis les années 60 et que la sociologie, l'analyse de la société aujourd'hui a tendance, comme je l'ai dit, à minorer en disant que finalement nous sommes essentialisés dans nos conditions. Je voudrais interroger le philosophe, le scientifique et l'homme d'étude que vous êtes en le confrontant aux événements politiques que nous connaissons aujourd'hui. À savoir, comment est-ce que vous, du point de vue du sujet, du point de vue de la science, vous réagissez à la lecture du monde qui est celle, finalement, qu'on nous décrit en permanence.
Et c'est pour ça que je trouvais que cette entrée par le sujet était particulièrement intéressante. S'agissant, par exemple, de l'essentialisation, c'est-à-dire que on nous explique que nous sommes dans un cadre dominant-dominé, que nous sommes, vous l'avez rappelé d'ailleurs, les héritiers d'une histoire, les héritiers d'une culture, les héritiers d'une condition sociale. Qu'est-ce que le sujet aujourd'hui fait du couple dominé-dominant? Alors, c'est une question fondamentale et à vrai dire, vous l'avez rappelé, c'était à la base, c'est un condensé de ces chroniques. Et ensuite, j'ai joué un peu au commentateur de mes propres chroniques, donc il y a une sorte d'appareil de commentaire de ce que j'avais énoncé à la radio. Et cette année-là, donc, elle s'est énoncée aussi dans une année, qui est l'année dernière, où il y a eu le 7 octobre, il y a eu la guerre à Gaza, il y avait également la guerre en Ukraine qui avait déjà commencé, il y a tout un ensemble de déflagrations qui vont toucher justement des rapports supra-individuels. Alors ce que je propose, à travers en tout cas ma lecture de ce concept de sujet, à nouveau, c'est de revenir pour moi l'élément atomique, l'élément premier duquel on ne doit jamais se départir. Ce n'est pas le groupe. Ce n'est pas une entité historique, c'est vraiment l'individu. Et pourquoi? Alors, à la fois, on peut le décliner pour un attachement à une sorte d'éthique de l'individu, on pourrait dire, mais même au-delà d'un regard éthique, c'est parce que je pense que si on ne fait pas comme ça, on se trompe. On se trompe parce que chacun d'entre nous, en fait, ne fait que tenir un discours à la première personne. Et quand bien même vous pensez être essentialisé vous-même ou moi-même ou quelqu'un d'autre, dans un groupe, dans une ethnie, dans un groupe politique, etc., pensez que en fait, vous vous affranchissez de votre statut individuel, c'est une erreur, en fait. Alors vous pouvez individuellement décider d'adhérer à quelque chose, mais quand vous le faites, c'est toujours l'individu qui le fait, chacun de ces individus. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut toujours garder comme premier niveau la personne ici et maintenant, celle dont il s'agit, celui ou celle dont il s'agit. Et donc, pour répondre à votre question, ça veut dire que lorsqu'il va y avoir des questions, des rapports dominé-dominant, comme vous disiez, évidemment, il ne s'agit pas du tout de fermer les yeux sur ces difficultés, sur ces problèmes, sur l'histoire même de ces problèmes. Si on prend ça, par exemple, lorsque toutes les questions qui sont soulevées aujourd'hui dans des périodes postcoloniales, de décolonialisme, etc., donc ça, il ne s'agit pas pour moi du tout de fermer les yeux, mais il s'agit également de se dire que chacun d'entre nous est qui il est, en fait. Donc il n'est pas quelqu'un d'autre, il n'est pas associé dans un livre précédent pour lequel vous m'aviez aussi très généreusement invité, Apologie de la discrétion. J'ai essayé de démonter comment, en fait, dans la sphère du discours politique, dès lors qu'on pense que nous-mêmes, nous faisons partie, au sens vraiment une continuité presque mathématique d'un groupe qui est plus grand que nous, en fait. Donc, par exemple, que je prenais l'exemple d'une poétesse néerlandaise, blanche, homosexuelle, qui avait traduit le texte d'une poétesse, Amanda Gorman, je crois, qui était une poétesse d'une jeune femme noire américaine au moment d'Obama, et qui avait une réaction de certains groupes activistes qui disaient, en fait, cette femme n'a pas le droit de traduire parce qu'elle n'est pas une femme noire américaine. Et je disais que, de ce point de vue-là, avec cette grille de lecture que vraiment l'élément premier, c'est l'individu, il y a deux erreurs à mon sens. La première, d'abord, c'est qu'il ne faut pas supprimer la primauté de l'individu. Donc si un individu n'est pas noir ou n'est pas blanc et décide lui-même d'endosser quelque chose, je ne vois pas pourquoi on lui interdirait de faire partie ou d'adhérer à des valeurs. Et deuxièmement, plus insidieusement encore, ce genre de critique laisse supposer que, par exemple, si on vous dit « vous ne pouvez pas parler parce que vous n'êtes pas une femme noire », ça voudrait dire que l'ensemble des femmes noires font partie d'une sorte de continuum, en fait. Donc c'est aussi supprimer l'individualité de chacun de ces... Et donc, vous prenez chez les juifs, chez les non-juifs, le 7 octobre, Gaza, tout ce que vous voulez, je pense qu'on peut prendre cette grille de lecture qui n'est pas complexe, mais qui demande d'être, disons, viscéralement attaché à la primauté de l'individu, donc de cette subjectivité individuelle. Et dès lors qu'on croit qu'on s'en affranchit, je pense qu'on est dans l'erreur. Alors une autre question, peut-être à l'autre bout du spectre. Aujourd'hui, on nous appelle beaucoup à l'empathie. Oui. Comment est-ce que le sujet, donc ces sujets que nous sommes, finalement, comment habitons-nous nos sujets? Comment pouvons-nous, à partir des individus que nous sommes, percevoir le monde, percevoir les autres? Qu'est-ce que c'est finalement que cette empathie totale à laquelle on nous appelle et dont on nous reproche quand on ne peut pas, quand on n'en fait pas la démonstration? Bah là, je crois que je vais reprendre une paire de lunettes un tout petit peu neuroscientifique, mais pas pour la garder très longtemps. Mais c'est que peut-être un des grands messages sur l'empathie, c'est une propriété fondamentale en fait de l'être humain et qui est revisitée dans beaucoup de traditions philosophiques, culturelles, religieuses même, spirituelles.
ce qu'on doit aux neurosciences cognitives récentes, disons les 50 dernières années, c'est de bien décrire 2 facultés d'empathie. Donc on a 2 modalités d'empathie ou 2 circuits également cérébraux d'empathie. On a une forme d'empathie qu'on peut appeler l'empathie miroir. Vous marchez dans la rue, il y a quelqu'un qui est allongé par terre qui souffre. Avant même de commencer à poser, à analyser la situation, à essayer de lister des arguments dans votre tête, eh bien vous êtes saisi en fait par une réaction extrêmement viscérale, extrêmement puissante, très émotionnelle. Et cette empathie miroir, elle a tous les registres, disons, d'un processus automatique qui est très précieux parce que ça ne demande aucun effort, ça gagne votre conscience de manière immédiate, vous n'avez pas vraiment à prendre beaucoup de temps, c'est très rapide. Donc il y a cette empathie miroir. Mais pour autant, il ne s'agit pas de la critiquer parce que ça fait partie de notre condition humaine, mais cette empathie, en fait, on l'exerce parce que d'une certaine manière, lorsque nous avons mal pour autrui, c'est parce que ce qui se passe à ce moment-là, c'est que sa douleur résonne en nous et en fait, nous nous sentons commis par la douleur ou la souffrance d'autrui comme si nous, à la première personne, nous étions en train de l'éprouver. Donc on pourrait dire, c'est une sorte de résonance, je me soucie de l'autre, j'ai de l'empathie pour l'autre, parce que cet autre, c'est un peu comme si c'était moi. Voilà. Et puis on a une deuxième forme d'empathie qui demande plus de temps, plus d'efforts, de vouloir s'engager volontairement dedans, qui est un travail conscient, volontaire. Et alors parfois on l'appelle une empathie distanciée ou cognitive. J'aime pas trop dire ça parce qu'elle est également associée à des émotions, mais le point important, c'est que cette deuxième empathie, elle est décentrée. C'est-à-dire vous décidez volontairement de vous soucier et d'avoir une prise en compte de la souffrance d'autrui, non pas parce que c'est vous ou ça pourrait être vous, mais parce que c'est l'autre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on dispose de ces 2 modalités. Et les 2 sont précieuses. En ayant fait des interventions autour de ces concepts, on m'avait par exemple envoyé un texte de Rousseau classique, où justement Rousseau presque s'en prend à un moment donné à cette empathie décentrée, qui est souvent un argument qu'on peut utiliser de mauvaise foi pour en fait dormir tranquillement dans son logis pendant que des gens crèvent de faim dans la rue. Et donc évidemment qu'il y a une utilité de se sentir commis par la première empathie miroir. Mais, donc les 2 sont importantes. Je ne suis pas en train d'en favoriser l'une versus l'autre. Mais ce que l'on peut dire, c'est que dans les réseaux de communication qui sont les nôtres, où on est bombardé d'informations émotionnelles sur des écrans notamment, eh bien, ça provoque une forme de déséquilibre entre ces 2 empathies au profit de la première. C'est-à-dire qu'on est en permanence dans une empathie miroir, tous, chacun d'entre nous, et puis comme la deuxième demande du temps, de l'attention, de l'effort, mais qu'on aura déjà été bombardé par autre chose, on est plus en difficulté pour l'exercer. Et du coup, ce décentrage des 2 empathies, d'après moi, participe des difficultés que nous vivons. Pourquoi ? Parce que cette première empathie où on se sent vraiment commis par l'autre, beaucoup d'études ont permis de montrer que cette empathie, en fait, comme si c'était vous, c'est parce que vous avez mal, comme si c'était vous, en fait, il y a en fait des tissus de relation entre l'autre et vous. C'est-à-dire que vous sentez plus cette empathie lorsque l'autre a le même genre sexuel que vous, lorsque l'autre a la même classe socio-professionnelle, lorsque l'autre a peut-être les mêmes ethnies, les mêmes... Donc, autrement dit, cette forme miroir, elle n'est pas très altruiste, on pourrait dire. C'est pas une critique, c'est juste une description. Donc, dans un monde dans lequel on a besoin de prendre en compte la souffrance de tout le monde, il faut pouvoir continuer à exercer cette deuxième forme d'empathie qui, elle, demande de l'effort, de l'attention, du décentrage de soi. Et je pense que dans beaucoup de conflits individuels ou collectifs, c'est cette deuxième empathie qui est mise en défaut. C'est d'être capable de tous côtés de vraiment prendre en compte la souffrance des gens qui sont en face et qui ne sont pas vous, et qui ne pourraient pas être vous, qui sont quelqu'un d'autre. Voilà. Oui, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on voit bien que l'individu, en fait, ne disparaît jamais. Exactement. Alors, une autre, je suis obligée d'avancer très vite dans le livre, mais encore une fois, Lionel Nakache, je renvoie nos auditeurs à votre ouvrage paru chez Odile Jacob, Sujet, es-tu là ? J'élargis maintenant au monde et vous expliquez que nous avons une existence mouvementée. Vous faites une analogie avec le cinéma. Et je me suis posé la question de savoir quel regard l'homme de science que vous êtes porte sur l'importance des récits dans le monde actuel, puisqu'on voit bien que dans le monde politique, et encore une fois, j'essaye de vous confronter ou de lire peut-être, d'essayer de déchiffrer les événements actuels au prisme des données scientifiques que vous nous proposez. Finalement, comment est-ce que on doit gérer ce rapport au récit dans lequel nous avons tendance à nous reconnaître et on voit bien que le monde politique, finalement, c'est une concurrence des récits. Absolument. Où le plus fort gagne ou le moins complexe. Oui. Et on en viendra aussi à la complexité qui est une notion que vous chérissez. Le moins complexe gagne. Oui, vous avez raison. Alors là aussi, je crois qu'il faut par humilité revenir à notre condition. Et notre condition de créature consciente, elle a une propriété irrépressible. C'est effectivement ce que j'appelle la fictionnalisation de l'existence.
même depuis un de mes premiers livres, Le Nouvel Inconscient, qui était consacré à ça, qui était en fait que lorsque nous prenons conscience de quelque chose, ce quelque chose est associé à une signification subjective. Ce quelque chose a un sens pour nous. Et on est déjà dans un micro-récit. Autrement dit, quand nous sommes conscients, il y a cet aspect mouvementé dont vous parlez, une sorte de cascade permanente de nos contenus conscients, une sorte de palimpseste mental qui ne cesse de s'écrire comme un livre, comme un roman. Donc, notre condition de créature consciente, c'est que nous produisons des récits. Ça, c'est la première chose. Donc, en être lucide, on ne peut pas échapper au récit. Il y aura un récit de toute manière. Et à partir de là, il y a plusieurs choses à faire. Premièrement, d'être lucide de cela, c'est-à-dire de chérir vos récits, mais de ne pas les prendre pour autre chose. Vos récits ne sont pas nécessairement la seule façon de décrypter le monde. Donc, de savoir qu'il peut y avoir des récits alternatifs. Et pour autant, de savoir que vos récits, comme ils font partie du monde, parce que vous faites partie du monde et votre vie mentale aussi, ils vont avoir une influence dans la vie monde. Donc on a une responsabilité face à nos récits. Et troisièmement, c'est que ces récits, même si on n'a pas le choix entre récit ou pas récit, il y aura toujours un récit. On peut décider de les rendre les plus riches, les plus épanouissants possibles. Et on n'est pas nécessairement obligé également d'adopter des récits d'autres, de se faire plaquer dessus une sorte de formatage de récits. Et on le voit dans la vie politique, où il y a cette tension entre... On le voit par exemple des débats sur la liberté et l'esprit critique, de dire jusqu'où est-ce qu'on peut construire un propre récit, à quel moment est-ce que votre récit va venir empiéter sur ceux des autres, à quel moment vous sortez d'un cadre qui pourrait être même légal, on pourrait dire. Donc, et à quel moment également vous vous sentez un peu enjoint à faire coller votre récit à d'autres récits. Voilà. Et toutes ces questions-là, on peut les manipuler à nouveau avec toujours cette tension entre le subjectif qui est précieux, qui est notre condition, qui est très riche, et quelque chose qui nous dit que cette subjectivité, elle est primordiale, mais elle n'englobe pas tout, en fait. Donc, de garder cette tension, un peu comme, dans une page de Talmud, il y a souvent ça. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas une version qui gagne et une version qui perd, mais la piste de solution possible, c'est de maintenir en nous cette tension active entre mon récit à la première personne est vital, mais il n'est pas tout. Et ce n'est pas parce qu'il est vital que je dois nécessairement le prendre au sérieux. Alors, je ne sais pas si c'est très clair, mais c'est ce genre de commentaire que ça m'inspire. Est-ce que c'est ça, Lionel Nakache, que vous appelez esprit critique de la conscience ? Oui, absolument. Et ça revient sur cette notion de mouvement. C'est-à-dire qu'en fait, la vie mentale consciente, c'est en permanence une succession d'états. Un peu, vous parliez du cinéma, il y a beaucoup d'arguments pour penser vraiment que nous enchaînons des petites briques comme ça, l'une après l'autre, des contenus mentaux conscients les uns après les autres, et qui vont en permanence se modifier, se réécrire. Alors, soit vous tournez en rond et vous n'êtes plus capable d'échapper à quelque chose d'un peu de forclos, soit vous êtes capable en permanence, non pas de vous détruire et de vous reconstruire, c'est pas ça, mais d'arriver en tout cas à laisser du jeu JEU possible dans ce jeu JE, de jouer avec vous, quoi, de pouvoir savoir ne pas être rigidifié. Voilà. Alors, une autre question pourrait être de s'interroger sur, à ce moment-là, parce qu'on a parlé de l'individu, donc vous avez beaucoup incarné les choses, où se place l'abstraction ? C'est-à-dire, est-ce que l'abstraction, c'est le fait de se référer à des cadres historiques, culturels, que nous avons reçus, c'est-à-dire de faire intervenir ces cadres, vous l'avez rappelé, Lionel Nakache, celui du judaïsme, par exemple, des études talmudiques. Quelle place doit revenir à l'abstraction ? Et je dirais même dans le cours de l'évolution de l'individu, parce qu'on voit bien que cet esprit critique, il se cultive, il n'est peut-être pas là au départ chez le jeune enfant. Donc, comment s'organisent les choses ? C'est une question fascinante, en fait, qui pourrait nous prendre un temps infini, peut-être, mais pourquoi je vais très vite. C'est qu'en fait, nos faits de conscience vont effectivement nous permettre de nous abstraire du monde. Et ce que je veux dire, c'est vraiment de manière immédiate. Et là, on renvoie plutôt également aussi à votre discipline. Et c'est qu'en fait, depuis très longtemps, on sait que penser, c'est aussi être capable, par exemple, d'identifier. Pour identifier quelque chose dans la scène visuelle, par exemple, ça veut dire que ce quelque chose, on va le séparer du reste et on va l'identifier dans une catégorie, dans un concept. On va dire qu'un cheval est un cheval. Alors, depuis la nuit des temps, il y a une question, la question du nominalisme, du réalisme. Est-ce que quand je dis c'est un cheval, est-ce que la chevalitude existe ou est-ce qu'il y a juste une collection de chevaux et tous les individus définissent cette classe, mais il n'y a pas de concept. Donc, c'est une vieille question philosophique. Pourquoi je la mentionne ici ? Parce que penser et donc être conscient, ça revient, on pourrait dire, il y a une violence de l'abstraction. C'est-à-dire qu'en pensant, on va nécessairement exercer une violence qui va réduire la complexité initiale, qui est même indécryptible, sinon et on va du coup lui appliquer une sorte d'appauvrissement en la pensant. Les modalités de la pensée, c'est d'appauvrir. Et donc, dans ce cadre-là, je pense qu'il y a une tension entre penser, pour penser, je dois appauvrir le réel, on pourrait dire,
Mais en même temps, une fois que je commence à le faire, rien ne m'empêche de reconstruire une complexité depuis l'intérieur de cette pensée. Et vous mentionnez cette idée de complexité qui, pour moi, est fondamentale, parce que nous pouvons participer au décryptage de la complexité du monde, mais il y a cette notion de méthode, et qu'on va commencer par appauvrir pour enrichir de plus en plus. Donc il y a ça, donc il y a aussi, c'est un autre aspect peut-être qui est contemporain aujourd'hui, c'est une violence de la pensée. Penser, c'est exercer une violence. La violence qui consiste à dire qu'à un moment donné, on revient à la subjectivité, on va avoir plutôt tendance à gommer les sujets pour créer des catégories, des objets, des classes, des individus, des peuples, ce qu'on veut. Et une fois de plus, il ne s'agit pas de jeter ça, mais il s'agit d'avoir conscience que penser, c'est exercer une forme de violence. Et une fois qu'on le sait, eh bien, on peut essayer de rendre notre pensée la moins violente possible. Ça veut dire qu'il arrive à énoncer des significations auxquelles nous pouvons adhérer, mais qui deviennent de plus en plus complexes et qui se rapprochent peut-être de ce que nous visons. Voilà. Donc on pourrait dire, Lionel Nakache, que le judaïsme, finalement, permet de complexifier le monde. Alors, je ne sais pas si ça peut être une solution. D'abord, ce n'est pas du tout la seule voie. Ce n'est pas la seule. Et puis, il y a beaucoup d'exemples qui montrent que ce n'est pas nécessairement toujours réussi. Mais en tout cas, c'est une tradition, en tout cas dans le judaïsme pharisien, le judaïsme talmudique, un des concepts, c'est ça. C'est qu'en fait, le maintien dans un même daf, dans une même page de Gemara, d'opinions totalement contradictoires, avec une assemblée d'individus qui ne sont réunis là que par la volonté d'un projet commun, dit qu'on peut héberger dans un espace mental des choses qui ne vont pas être résolues, qui ne vont pas mettre à bas une des deux options, mais qui vont maintenir une sorte, sinon une contradiction, au moins une tension maintenue. Et on le voit vous parliez du judaïsme, dans toutes les zougim, toutes les couples de Hillel, Shammah, etc. Vous avez cette notion que le plus intéressant, c'est pas une opinion ou l'autre, mais c'est le maintien d'une tension. Voilà. Et je pense que cette tension, même sans être juif ni talmudiste, l'idée c'est que notre espace mental, pour s'épanouir, il doit maintenir des tensions entre ce qu'on pense être, ce que nous ne sommes pas et ce que nous voulons être, etc. Alors, j'ai peut-être une dernière question. C'est évidemment la plus difficile de toutes. Vous abandonnez l'espace d'un instant votre habit de scientifique et vous êtes dans le champ politique. Vous êtes un homme politique. Comment construisez-vous un discours qui permette d'affronter les populismes, les rétrécissements de la pensée, la violence qu'elle articule maintenant? Alors là, vous avez raison de dire, c'est peut-être la plus dure des questions. D'abord, je n'ai pas de programme politique, je ne suis pas candidat. Mais je dirais que j'ai une sorte de, je ne sais pas s'il faut dire d'optimisme pessimiste ou l'inverse, mais dans beaucoup des mécanismes de la pensée dont on a parlé, en fait, le fait de maintenir la richesse de chacune de nos subjectivités, c'est un exercice difficile. Voilà, c'est un exercice vraiment très difficile. Et donc d'arriver que collectivement... la plupart des individus d'une nation, par exemple, soient capables de continuer à le faire. Et je ne m'extrais pas du lot, je parle de nous tous. C'est extrêmement compliqué. Donc c'est aussi ça, l'objectif de ce livre, c'était que moi je crois qu'il y a une sorte une façon de lire les névroses contemporaines, c'est que je crois qu'il y a une angoisse de la disparition du sujet. C'est-à-dire qu'on a peur, on pourrait en parler beaucoup, le succès des films de zombies, je crois que c'est pas autre chose que ça, c'est on a peur que notre subjectivité disparaisse. Même au moment où il y a beaucoup de narcissisme, où les gens peuvent aussi s'étaler, c'est pas le problème, mais on a cette angoisse-là. Et moi, je crois, et c'est aussi l'objet de ce livre, c'est de dire, ne nous trompons pas de combat. Ça veut dire, notre subjectivité, tant que nous sommes des créatures conscientes, tant qu'on est conscient, eh bien, notre subjectivité, on pourrait dire, précède de l'ensemble des contraintes qui peuvent opérer contre elle. Donc, moi, je ne suis pas inquiet de la disparition, mais je suis inquiet de l'épanouissement de nos subjectivités. Voilà. Et donc, de ce point de vue-là, le projet politique, au sens le plus noble du terme, ça serait d'envisager une société dans laquelle chacun des individus qui la composent reçoivent la possibilité de faire l'effort, de tenter l'aventure d'un épanouissement de sa subjectivité. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire un peu des éléments dont on a déjà parlé, mais ça veut dire également revenir toujours à la primauté de l'individu. Ça veut dire que je vais analyser un discours, par exemple d'un homme ou d'une femme politique, à la lumière de ce que cette personne incarne, mais aussi ce qu'elle va agglomérer comme récit autour d'elle, ce dont vous parliez. Alors ensuite, on pourrait essayer de l'appliquer, on n'aura pas le temps là, mais donc je crois que c'est possible. Et c'est une période très trouble, c'est une période très compliquée. Un exemple très rapide de votre côté ou le mien? Alors, un exemple très rapide, ça serait, je ne sais pas, par exemple, il y a beaucoup on prend la scène politique française, typiquement,
vous prenez la position du Rassemblement national, je le dis de manière non idéologique, mais faire abstraction, pour le coup, non seulement de l'histoire d'un parti politique, mais également des discours qui sont portés des individus qui la composent, de l'ensemble des individus qui la composent, ça me semble être problématique. Voilà. Ce qui ne veut pas dire que vous ne devez voir qu'une partie de l'équation ou de la difficulté de l'équation politique actuelle, mais c'est quelque chose qui, personnellement, moi, me poserait problème, en fait. Voilà. Ensuite, ça demanderait malheureusement beaucoup plus de temps, mais une des autres activités, on voit par exemple, moi ça faisait très longtemps que je pensais que si une violence politique pouvait survenir, elle pouvait survenir par exemple des États-Unis pour plein de raisons. Mais je dis ça depuis très longtemps, et que ce qui se passe aujourd'hui au niveau mondial est assez sidérant en fait. Je pense même dans l'univers scientifique. Les difficultés de budget, de recherche, mais également aussi, je pense, là on est voilà, RCJ, je parle aussi pour beaucoup d'auditeurs ou pas qui se posent des questions, c'est qu'il y a quelque chose d'assez, je trouve, malaisant dans le fait que cette politique qui, d'une certaine manière, est très, très violente, on pourrait dire très autoritaire, parfois, elle se répercute, ou en tout cas, elle tente de se justifier également par des comportements qui n'étaient pas moins scandaleux de certains campus, je pense à des campus nord-américains autour de Gaza, avec un discours qui, au-delà d'un antisionisme, ou en tout cas d'une critique du régime politique israélien, virait à un antisémitisme parfois assez radical et assez univoque, ou un antisionisme total, ce qui revient en fait au même. Donc le fait de voir que les discours trumpistes sont portés au nom de valeurs qui visent à s'attaquer à un antisémitisme, je crois que pour les juifs et les juives d'aujourd'hui notamment, ça soulève un problème. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que la personne qui porte un discours essaye de le revendiquer au nom de la défense de la lutte contre l'antisémitisme qu'il faut prendre ça à argent comptant. Voilà, donc il y a vraiment une situation qui me semble complexe, et particulièrement peut-être pour les juifs américains ou les juifs en général, c'est d'arriver à se dépêtrer correctement, à ne pas se tromper, je ne suis pas un moraliste, mais en tout cas à exercer leur jugement d'une manière correcte, et à ne pas mélanger des sortes d'imbroglios en se disant que l'ennemi de votre ennemi est votre ami, c'est pas nécessairement le cas. Voilà. Bien, malheureusement, nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Lionel Nakache, je vous remercie infiniment. Merci et je pense beaucoup. qu'on aura beaucoup d'occasions de le poursuivre. Donc, je renvoie nos auditeurs à votre ouvrage paru aux éditions Odile Jacob. Sujet Es-tu là ? Et je vous invite à revenir très vite. Merci beaucoup, Perrine. Merci beaucoup.